dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes ravis de vous retrouver à l'occasion d'une vidéo qui sera plus une vidéo de fond que d'actualité. Vous le savez, les vidéos d'actualité ces dernières semaines sont légion sur notre chaîne et même si nous adorons produire ce type de contenu, il nous laisse parfois, on vous l'avoue, un petit peu sur notre faim car nous échafaudons des tas de théories qui peuvent s'avérer justes ou fausses, mais il est encore trop tôt pour aller au fond des sujets. Or, ce que nous adorons faire avec vous sur cette chaîne, c'est plonger dans les tréfonds des histoires incroyables inventées par l'extraordinaire J.K. Rowling. Aujourd'hui, nous allons tenter de répondre à une question que vous avez été plusieurs à nous poser, tant sur YouTube que sur Instagram, et à laquelle nous avons longuement réfléchi. Comme le titre vous le dévoile, nous allons aborder aujourd'hui une question pour le moins extrêmement polémique et qui peut prêter à controverse. Là n'est pas du tout notre but et vous le comprendrez dans cette vidéo. La saga des animaux fantastiques, comme celle de Harry Potter, est basée sur la dualité classique entre le bien et le mal, entre la lumière et les ténèbres. Cependant, les animaux fantastiques, en tout cas à ce stade de son développement, aborde cette dualité d'une manière franchement très différente et beaucoup plus difficile à analyser et à aborder que dans Harry Potter. Harry Potter oppose en effet le bien au mal absolu, celui qui détruit tout, qui pervertit tout, celui qui se base sur des règles héritées et inventées d'après les lois de Nuremberg, engendrées par l'immondice du Troisième Reich. Il n'y a dans cette saga aucune raison de rejoindre les forces du mal, sauf à avoir quelques petits soucis psychiatriques. Voldemort est l'incarnation du mal absolu, du mal suprême, de la personnification même du diable d'ailleurs. Ce n'est pas un personnage comme un autre, un méchant entre guillemets comme un autre. Voldemort d'ailleurs est l'antithèse des antagonistes où nous voyons désormais dans la littérature ou dans le cinéma où la tendance est de faire des méchants pas trop méchants, qui font des actions horribles mais qui sont de leur point de vue pas si horribles que ça et qui sont finalement méchants parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix que de l'être. Bref, nous sommes dans l'ère des méchants presque gentils, ce que n'était pas du tout Voldemort et ce qui n'est pas non plus d'ailleurs Grindelwald, même si on pourrait le mettre dans cette catégorie-là de manière assez facile. La vérité est en réalité un poil plus compliquée et ne peut pas être résumée par des arguments simples. Alors, on vous prévient tout de suite que dans cette vidéo, nous ne faisons aucunement la promotion des idées portées par Gellert Grindelwald et surtout, cette vidéo a été enregistrée avant même que nous n'ayons pu voir les secrets de Dumbledore. Elle se base donc quasi uniquement sur des écrits de Rita Skeeter, certaines déclarations de J.K. Rowling, mais aussi évidemment les deux premiers films et plus particulièrement les crimes de Grindelwald. Les propos que nous tenons dans cette vidéo ne sont donc pas à prendre au premier degré et nécessiteront une mise à jour ultérieure une fois que nous aurons pu voir le troisième opus de la saga des animaux fantastiques qui arrive sur nos écrans dans quelques semaines maintenant. Maintenant que ces préalables sont clairement établis, venons-en à cette question pour le coup un brin polémique qui consiste à se demander si la vision de Gellert Grindelwald ne pourrait pas être la bonne. Pour resituer dans le contexte et parce que beaucoup n'ont pas nécessairement vu les deux premiers opus des Animaux Fantastiques, nous allons nous rappeler un peu la manière dont Grindelwald agit et dans quel but. Tout d'abord, au préalable à tout, dès la fin des années 1600, la communauté du monde des sorciers fait le choix de plonger dans le secret. Il faut dire que depuis des siècles, les sorciers et les sorcières du monde entier ont été victimes d'à peu près toutes les formes de perquisition, de toutes les formes de torture et autres atrocités possibles et imaginables. La communauté magique a vu disparaître bon nombre de ses enfants et il est donc nécessaire de séparer désormais les deux mondes avec une frontière plus ou moins hermétique. À tout le moins est institué le Code international du secret magique qui fixe un certain nombre de règles pour dissimuler désormais de manière totale le monde des sorciers et donc laisser le monde des moldus se débrouiller. Les sorciers vivent à partir de ce moment-là dans un monde clos, un entre-soi, où la magie continue de prospérer, mais de manière évidemment très discrète. Des villages magiques se créent, comme Préolard par exemple, d'autres sorciers font le choix de rester dans des villages mixtes, mais en prenant garde de ne pas attirer l'attention. C'est le cas par exemple de Godric's Hollow, mais le fait est que ce sont bien désormais deux mondes qui ne se connaissent pas et n'interfèrent donc pas les uns avec les autres. Il faut savoir que cette dimension du secret est quelque chose qui n'a jamais véritablement fait l'unanimité dans le monde magique, et ce sentiment ne va faire que s'accroître au fur et à mesure des siècles. Après tout, ils sont capables de pratiquer une magie qui peut à la fois garantir la paix, mais qui peut aussi faire progresser les civilisations bien plus rapidement que ce n'est le cas dans le monde des moldus. Puis après tout, pourquoi se cacher? Les sorciers n'ont jamais demandé à être des sorciers, ils sont nés comme tels, c'est un don, pourquoi le dissimuler? Pendant des siècles,
Ces idées vont progresser de manière régulière dans le monde des sorciers, mais dans la balance, il y a aussi le fait que ce secret protège la communauté contre toutes les tentatives de déstabilisation et de toutes les persécutions. Il y a là un peu de notion d'un mal nécessaire, d'une contrainte légitime pour préserver la paix, tant que l'on sait l'intolérance dont sont capables les Moldus. Bien évidemment, des ponts et des passerelles existent déjà dans les deux mondes. Il y a notamment les mariages qui sont tolérés dans certains pays entre sorcières et Moldus, et les enfants qui en découlent qui peuvent être dotés de pouvoirs magiques ou non. Il y a aussi les enfants nés de Moldus et qui révèlent des aptitudes pour la magie dans leur enfance et deviennent aussi par la suite des sorciers. Les frontières sont donc parfois un peu poreuses à quelques exceptions près. On le voit notamment avec l'attitude du Congrès magique des États-Unis d'Amérique, le MACUSA, qui a une logique pour le moins très ségrégationniste en s'appuyant également sur un ensemble de lois venant surpasser le code international du secret magique, c'est-à-dire les lois de Rappaport. La problématique, c'est qu'au cours des siècles, les sorciers et les sorcières vont assister, souvent impuissants, à la folie des hommes. Plutôt devrait-on dire la folie des Moldus. Entre guerre, croissance économique destructrice de l'équilibre naturel, grands conflits en gestation et dictature en développement, même si le monde des sorciers est isolé, tout cela a forcément des conséquences sur les sorciers et sur leur monde. Ils ne vivent pas non plus dans une bulle totalement hermétique, et on le verra par exemple avec la Première Guerre mondiale, où si les sorciers ne devaient pas prendre part à ce conflit entre Moldus, des milliers de sorciers prendront entre guillemets les armes pour lutter, et c'est notamment le cas de Thésée et de Norbert Dragono. Forcément, pour les sorciers, il y a une forme d'inquiétude à voir ainsi la dérive du monde, et c'est ainsi que les idées de Grindelwald vont commencer à poindre le bout de leur nez. Ce sentiment finalement de rejet du Code international du secret magique demeure donc pour le moins assez logique, et il n'est d'ailleurs pas porté par les autorités du monde magique légalement désignées par leur communauté, mais par des sorciers, généralement de sang pur et descendants de très vieilles familles qui font avancer cette petite musique au fur et à mesure du temps. Gellert Grindelwald n'est pas un politique né. On a le sentiment qu'il y est venu cependant assez tôt dans son adolescence et que très rapidement, il a su mobiliser autour de lui des fidèles, alors la création entre guillemets de ce petit club bien maléfique ne répond pas nécessairement à cette question du secret. Elle peut être aussi concernée par la question par exemple des reliques de la mort, dont on sait que Grindelwald fait très rapidement son symbole et son signe de ralliement alors qu'il n'est encore qu'un élève. C'est probablement à Godric Solo que la volonté politique de Grindelwald va s'affirmer de plus en plus et va même finir par devenir une obsession. En effet, sa rencontre avec Albus Dumbledore, présenté par Bathilda Tour-de-Sac, va créer de véritables étincelles. Il faut dire qu'ils sont tous les deux d'une intelligence absolument remarquable, même absolument extraordinaire. Par naïveté et probablement par arrogance, tout du moins c'est ainsi que semble l'expliquer Albus Dumbledore, il va marcher dans le plan de Grindelwald, lui faisant part de ses idées, de ses théories, de ses méthodes et de sa manière de percevoir le futur dans un monde où Moldus et sorciers vivraient en parfaite harmonie. Il faut cependant savoir que si sur un plan philosophique et intellectuel, Albus et Grindelwald partagent de nombreux points de convergence, il existe aussi de nombreuses divergences, dont une en particulier rendra impossible toute alliance politique. Pour résumer, sans trop rentrer dans les détails, Albus Dumbledore considère qu'il est possible d'arriver à cet objectif sans utiliser la violence, ce que Grindelwald, probablement un brin plus réaliste, considère être un préalable. Le fait que même Albus Dumbledore s'intéresse à cette théorie de la domination des sorciers sur les Moldus est en soi un phénomène intéressant, car cela prouve qu'il y a une véritable question à se poser, une véritable problématique à résoudre dans un monde de sorciers qui s'interroge de plus en plus sur le bien fondé de ces restrictions, car après tout, toute cette question revient finalement à la conception même de la liberté, et quelque part, et c'est là où il devient intéressant de s'interroger. Alors, on sait que Gellert Grindelwald a une vision violente dans sa manière d'affirmer ses objectifs, et on le voit même dans la bande-annonce des Secrets de Dumbledore, où il déclare la guerre contre les Moldus ouverte, ce qui en soi vient rendre finalement ces théories complètement caduques, mais si on enlève cette dimension violente du raisonnement, ne peut-on pas dire que Grindelwald a raison et que Albus Dumbledore lui-même en son temps avait raison? C'est tout le paradoxe que nous percevons dans les crimes de Grindelwald lors du meeting de Paris au cimetière du Père-Lachaise, où le discours tenu par Gellert Grindelwald est en soi une véritable anthologie, car au final, en l'écoutant, comment lui donner tort? C'est toute la difficulté en réalité de faire la part entre d'un côté un constat implacable et brillamment mis en scène par Grindelwald, qui montre effectivement une vision de l'avenir pour le moins très pessimiste, force d'ailleurs de constater que l'histoire lui donnera raison, lui qui projette des images des camps de la mort, de la guerre, de l'utilisation de la bombe nucléaire. Ces images font peur, ces images projettent un avenir que les sorciers ne souhaitent pas, et ces images font des Moldus des ennemis, des êtres inconscients et placent les sorciers de facto
devant un choix. Par ce biais, J.K. Rowling utilise de manière très habile toutes les problématiques liées au populisme. Loin de nous l'idée de faire une discussion politique, mais toutes les démocraties sont actuellement animées par des candidats où on observe une véritable progression de ce phénomène, à tort ou à raison, et force est de constater que si généralement les populistes sont en capacité d'établir des diagnostics et de constats flagrants de vérité, généralement cela donne des catastrophes une fois au pouvoir. Au final, si dans Harry Potter, J.K. Rowling fait de véritables parallèles avec la Seconde Guerre mondiale, la solution finale, les camps de la mort, les théories abjectes de supériorité de race. Dans les animaux fantastiques, elle traite les mots au sens MAUX, les mots d'avant, ceux qui ont permis par exemple à Adolf Hitler d'arriver au pouvoir en Allemagne. Il faut bien se souvenir que Hitler n'est pas arrivé par la force, il est arrivé par les urnes, chemin que semble vouloir prendre Grindelwald. Hitler comme Grindelwald répondent à des problématiques très particulières et réelles qui sont le quotidien finalement des Allemands. Une Allemagne harcelée par les conséquences du traité de Versailles, qui connaît un endettement monumental, un taux de chômage catastrophique, et aussi une industrie réduite en miettes qui commence à poser en 1933 de vraies problématiques pour maintenir et le système de santé et aussi une bonne alimentation des Allemands. Hitler a su pointer ses mots comme Grindelwald sait parfaitement utiliser la corde sensible pour démontrer que les horreurs de la guerre auront des conséquences absolument atroces. Mais le monde des sorciers pourrait-il être en capacité de faire mieux au final? C'est toute la question. La vision de Gellert Grindelwald, mais aussi celle d'Albus Dumbledore dans sa jeunesse, se résume finalement à une sorte de moindre peine. C'est à ce moment-là qu'apparaît l'expression pour le plus grand bien, qui en elle-même veut déjà tout dire. Pour eux, il y aurait en réalité d'un côté le monde des sorciers, qui serait plus sage, plus enclin à mener les affaires du monde, et de l'autre côté les moldus, qui ont une tendance particulièrement forte à tout détruire et à faire n'importe quoi. Certes, on ne peut pas leur donner tort sur le fait que les moldus se comportent de manière assez irrationnelle, mais au final, le monde des sorciers se comporte-t-il mieux? On peut franchement en douter. Alors ce n'est pas exactement ce que disent Grindelwald et Dumbledore, mais pour eux qui se savent être supérieurement intelligents, ils pensent être en capacité à eux deux de diriger le monde, mais ce modèle politique est-il véritablement tenable? D'une part, elle semble déjà pour le moins irréaliste. Comment imaginer que le monde des moldus se laisse faire sans rien dire? Une telle révélation et une telle volonté entraîneraient nécessairement des actes de résistance, de rébellion et même des guerres. En cela, Albus Dumbledore a une vision totalement utopique, et Grindelwald est plus réaliste que lui. Comme toute guerre, elle ferait des morts et entraînerait des catastrophes en cascade, là encore pour le plus grand bien. Mais au final, l'oppression d'un groupe sur un autre finit toujours mal dans ce genre de conflit, et finit même, disons-le, de plus, Grindelwald idéalise peut-être à tort le monde des sorciers, qui est quand même en capacité de fabriquer de sacrés cas en matière de mages noirs et de fous furieux. Ce n'est pas une compétence spécifiquement dédiée aux moldus. De plus, c'est oublier également que le monde magique a aussi ses défauts que J.K. Rowling a parfaitement mis en lumière. C'est un monde imparfait à l'image du monde des moldus où l'intolérance, la pauvreté, la maltraitance, le harcèlement et la ségrégation sont omniprésents. La société magique n'est pas unifiée, elle est divisée en de nombreux points et on ne voit donc pas en quoi elle serait capable et elle serait mieux placée pour gouverner le monde des moldus. Cela reste une véritable question. Reste effectivement ensuite la question de la séparation des deux mondes. Est-elle véritablement justifiée? Est-elle juste? C'est une question sans fin mais qui trouve sa justification au final dans l'intolérance tant d'un côté que de l'autre où deux groupes s'opposent pour dominer l'autre au lieu de coexister. Tout le problème est d'ailleurs soulevé dans Harry Potter. En soi, les arguments de Grindelwald, s'ils semblent entendables dans un premier temps, sont en réalité fallacieux, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs qu'il s'agit de propos qui sont insincères. C'est d'ailleurs au final ce qui le rend aussi dangereux. Voilà ce qu'on pouvait vous dire sur la question de savoir si Grindelwald a-t-il raison ou non, sur la séparation des deux mondes, sur les moyens employés, les moyens politiques, des moyens violents. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez, ça nous intéresse toujours de vous lire et on prend vraiment beaucoup de plaisir à vous répondre. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à laisser un petit like et à nous laisser évidemment des commentaires. On se revoit très vite pour de nouvelles vidéos.